On est une société de, comme le nom bien entendu le dit, transport et logistique. On est situé à Saintes. À l'heure actuelle, nous avons 640 collaborateurs répartis entre 80 collaborateurs internes pour la gestion quotidienne, 240 logisticiens et 320 conducteurs. Donc nos activités sont bien diversifiées entre le transport et la logistique. Ils sont tout autant aussi gros les uns que les autres. On a un parc automobile de plus de 350 véhicules à l'heure actuelle. Donc cela veut dire que c'est 110 porteurs pour la distribution intra-Benelux, 190 tracteurs avec 390 remorques de différents types, que ce soit des méga trailers, des remorques double étage, des frigos, des fourgons, vraiment de tout type. Et également 2 éco-combis qui offrent donc un chargement de 53 palettes, qui est assez récent, on va dire, et qui est encore dans sa phase test en Wallonie et en Belgique en général. C'est juste un petit mot sur le chiffre d'affaires, donc qui se compose de principalement donc c'est France, Suisse et Benelux, avec 40 et 45% respectivement. Donc c'est un chiffre d'affaires de 85 millions sur l'année 2018, une croissance de 7%. Ensuite, on a implémenté sur 3 sites principaux en Belgique. Donc c'est Machelen dans le nord de Bruxelles, donc qui est juste à côté de l'aéroport de Bruxelles, avec une surface couverte de 6500 m². Donc vraiment juste à côté de l'aéroport, c'est vraiment une facilité. Et également éviter le ring de Bruxelles, qui en heure de pointe peut être très difficile. Notre site de Saintes et Tubize, donc ça c'est notre site principal. C'est ici où se situe le siège du groupe et où les principales activités de bureau entre guillemets se font. Ensuite, on est également présent à côté de l'aéroport de Charleroi, Fleurus et Châtelet, avec environ 40 000 m² de surface couverte. Donc là, c'est principalement de la logistique qui s'effectue. On est également présent dans d'autres pays européens, tels que la France, la Hongrie, la Slovaquie, ainsi que la Roumanie. Donc cela est tout simplement un fait. On a suivi nos clients dans certaines exportations qui ont nécessité l'ouverture de filiales à l'étranger tout simplement. On fait principalement quotidiennement de façon le Benelux, la France, la Suisse et le Royaume-Uni, et de façon régulière tout ce qui est autour. Donc c'est l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, etc. Et tout le reste on fait également, mais à la demande. Donc comme je l'ai dit, nous bénéficions de 350 véhicules pour livrer en fait l'entièreté de l'Europe en tout type de marchandises. Mais on gère également d'importants flux de conteneurs maritimes venant de tous les grands ports européens, que ce soit Anvers, Rotterdam, Zeebrugge, même Bruxelles, Marseille, tout. Et donc là, bien entendu, la douane rentre fortement en compte. On est approuvé GDP avec une certification, donc ça c'est pour le transport et le stockage de denrées, de produits pharmaceutiques, avec donc une flotte actuellement de 25 véhicules. On fait également la livraison de produits frais pour des restaurants avec ces mêmes véhicules. Donc voilà, ça c'est une certification. On est également membre Astre, ce qui nous permet d'avoir cette dimension encore plus européenne et une facilité de travail pour nos clients. Donc c'est une connexion qui n'est non négligeable. Expert en douane, si tu voudrais toucher un mot en vitesse. Donc pour la douane, on est AEOF, donc full AEO. Je peux expliquer un petit peu après en quoi ça consiste, mais ça veut dire qu'on peut faire toutes les opérations de douane et on a toutes les compétences et les autorisations douanières. Donc ensuite, au niveau de nos logistiques, on effectue bien sûr en tant que 4PL ou LLP pour tous nos clients. Donc ça c'est adapté entièrement à leurs besoins et qui est spécifique à tout client. Donc avec 145 000 m² surface couverte, on arrive à effectuer toute notre logistique. Une spécificité chez nous, c'est que tout notre système informatique est entièrement développé en interne par nos propres programmeurs, ce qui nous offre une grande flexibilité quant à l'introduction de nouveaux clients, mais également une flexibilité de travail en interne. Donc ce système répond à nos besoins et à nos besoins surtout, donc, et aux besoins bien entendu de nos clients, ce qui nous rend vraiment une belle facilité de travail, on va dire, quant à notre système informatique. On a bien entendu
Donc c'est en liaison, on a une traçabilité excellente de notre marchandise. À tout moment, nos clients arrivent à savoir en temps et en heure, à la seconde près, où se situe sa marchandise via une plateforme ou via des bots qui envoient des messages quant à l'acheminement de leur marchandise. Chez nous aussi également, on est toujours on est une société actionnariat familiale, ce qui fait qu'on aime bien garder le fait que chaque client ait sa personne de contact et une seule personne de contact. Donc, on n'aime pas qu'il y ait une seule personne s'occupe, un seul client et une multitude de contacts et doivent gérer, voir avec plein d'autres personnes. Chaque client a une personne de contact unique qui gère ses ordres de transport logistique de A à Z, tout simplement. Single point of contact. Voilà, exactement. Ça c'est juste on a un calcul un outil qui calcule l'impact CO2 de tous nos véhicules, qui a également été développé en interne. Actuellement, on a différentes certifications, dont le Biocerti6 pour le transport de denrées alimentaires biologiques, l'AEOF, comme on en avait déjà discuté, le GTP, comme on avait déjà discuté également pour les produits pharmaceutiques, et ensuite on est également agréé pour entrer sur tout site nucléaire et transport de matières dangereuses dans ce sens-là. Donc voilà, en gros, c'est en bref plus ou moins notre entreprise. On passe sur les questions maintenant qu'on a reçues sur cette feuille. On suit la trame, on présente le transport. On présente le transport et la situation vraiment du transport. Oui, okay. Voilà, c'est ça. Ce qui s'est passé, comment ça a évolué, etc. D'accord. Donc, au niveau du transport, ça a été très différent de secteur à secteur. On a des secteurs qui sont tombés complètement à zéro. Il y en a d'autres secteurs qui ont fait plus 20, plus 30% d'activité. Mais de façon générale, si on compare à l'année 2019, en tout cas au début, jusqu'au mois de mai, parce qu'on n'a pas encore officiellement le mois de juin, on tourne dans les entours de moins 35% de chiffre d'affaires, transport et logistique confondus. Dans le transport, c'est même un petit peu moins, on passe même à 40-45%. Et logistique, on est à moins 20, moins 25%. Donc, des secteurs qui ont tout simplement qui sont tombés à zéro, c'est tout ce qui est le retail. Donc, les magasins qui étaient fermés, tout est tombé à l'arrêt malheureusement. Et les secteurs qui ont très bien fonctionné, par contre, c'est tout ce qui est les secteurs alimentaires pour les grands commerces, pour les grandes chaînes de distribution. C'est également les produits d'entretien. Donc là, tant au niveau de notre logistique qu'au niveau du transport, on a eu un énorme bond à ce niveau-là. Et les transports pharmaceutiques également. Donc ça, c'est la livraison des hôpitaux et des patients à domicile. Cela a également connu une énorme croissance. Actuellement, on tourne cependant, si on regarde après Covid, on a une belle reprise, mais on n'est pas encore entièrement arrivé à la normale. On tourne toujours dans les alentours de moins 10% d'activité sur l'ensemble du secteur transport ou logistique confondu. Plus ou moins il y a aussi des secteurs tels que le e-commerce qui, eux, ont vraiment également connu un second boom, un boom également. Donc, il y avait énormément de commandes e-commerce. Cependant, nos clients ont eu un gros contentieux au niveau de la livraison de ces mêmes produits parce qu'ils étaient limités au niveau des quotas par leurs distributeurs tels que Bipost, etc. Ils pouvaient envoyer maximum X colis par jour. C'est la même chose pour des grosses chaînes telles que Planète Parfum qui faisaient également la livraison à domicile. Ils ont souffert de cela parce que ce n'est pas au niveau de la logistique que ça suivait, mais au niveau du transport des transporteurs tels que Bipost ou d'autres transporteurs B2B, enfin C2B plutôt. Là, ils ont eu plus de soucis parce qu'ils n'arrivaient pas à livrer directement à cause de ces quotas qui étaient imposés justement. Il y a eu pas mal de retours aussi. Exactement, ouais, tout à fait. Et dans l'e-commerce, il y a eu beaucoup de retours. Et au moment de courant du mois de mai, début juin, ils ont dû gérer en fait tous ces retours de marchandises, des réajustements de stock, et puis réenvoyer les commandes qui avaient été passées avant la crise et qui étaient revenues avant de pouvoir honorer les nouvelles commandes. Et chez pas mal de clients, ça a causé quand même une surcharge de travail avec finalement du chiffre d'affaires qui n'était pas supplémenté puisque c'était relivré des commandes qui avaient été faites
auparavant et qui étaient revenus. Et qu'est-ce qu'il en a été au niveau de tout ce qui est frontières, circulation en Europe ou circulation? Est-ce que ça a posé des problèmes ou est-ce que ça pose toujours des problèmes? Alors, au niveau des frontières, je veux dire commerciales, marchandises, on n'a pas eu de soucis. Les frontières n'étaient pas fermées pour le commerce et pour le transport de marchandises. Cependant, ce qu'on a clairement remarqué, c'est que tous les pays européens et surtout donc la Belgique, c'est valorisé, je veux dire, dans le sens où ils ont promovu un commerce inter-Belgique. Donc, on était extrêmement limité au niveau des échanges entre les pays de marchandises. Donc, on a eu quand même de plus fortes diminutions de transport, je veux dire, en France, que ce soit en France, ou alors dans le Benelux, non pas dans le Benelux, dans la Hollande et tout ça. Une plus forte diminution qu'en Belgique. Parce qu'on a vraiment senti que la Wallonie et la Belgique se concentraient sur son propre territoire et essayaient au maximum de pouvoir celui-ci. Mais on n'a pas eu de soucis, que ce soit de soucis au niveau physique, je vais dire, pour passer les frontières du tout. Il y a eu des formalités administratives spécifiques qu'on a dû mettre en place pour pouvoir passer les frontières, ça oui, pouvoir transporter sur place. Mais des vrais blocages de frontières, il n'y a pas eu pour la marchandise. C'était vraiment que pour le privé, on va dire. Et à Anvers, au niveau importation donc extra-européenne, à ce moment-là, Anvers a continué à fonctionner comme tous les autres ports, hein. Évidemment avec une certaine diminution, mais en tout cas, des conteneurs pouvaient continuer à arriver et on pouvait continuer à aller chercher des conteneurs à Anvers sans aucun souci. Tous les services de douane, de l'AFSCA, tout ça fonctionnait normalement, enfin normalement, était ouvert en tout cas. Et la situation actuelle au niveau maritime? En fait, on a connu au niveau du transport de conteneurs, on fait beaucoup moins d'aérien, on fait plutôt du conteneur, nous. On a eu une très forte diminution à partir de mi-mars jusqu'au début mi-avril. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des conteneurs que nous avons sont des conteneurs qui viennent de Chine. Et donc, on a eu un décalage qui correspond au transit time de plus ou moins 4 à 6 semaines. Lorsque c'était le confinement en Chine pendant le mois de février, ils n'ont quasi rien produit. Et donc, on a eu les répercussions de cette baisse de production 4 à 6 semaines plus tard. Donc, chez nous, les conteneurs, en fait, ont très fortement diminué entre mi-mars et mi-avril. Et puis après ça, ça a recommencé. Donc, on est tombé, je dirais, dans cette période-là, à moins 70, moins 80%. Et donc, maintenant, donc la Chine a recommencé à produire, recommencé à envoyer des conteneurs. Donc, à partir de mi-avril jusqu'à maintenant, on continue à recevoir des conteneurs et de semaine en semaine, ça augmente. Maintenant, on est toujours 20-25% inférieur à ce qu'on avait avant la crise. Mais il faut savoir aussi que on a 2 clients qui sont dans le retail et dans le régal. Et ces 2 clients-là, malheureusement, ils doivent redémarrer petit à petit. Et pour eux, c'est très compliqué en ce moment, évidemment, parce qu'ils ont continué à recevoir de la marchandise, donc les stocks sont assez pleins et n'ont pas encore de commandes parce que l'Horeca et le retail n'a pas encore vraiment redémarré à 100%. Donc, on est toujours dans une situation intermédiaire. Maintenant, on a les perspectives pour le mois de juillet, qui sont la deuxième partie du mois de juillet, qui sont quand même nettement meilleures, avec des gros bateaux qui arrivent de Chine, avec beaucoup de marchandises. Donc, je pense que ça semble en tout cas redémarrer. Alors, ce qu'il y a aussi à ce niveau-là, c'est l'instabilité qu'on avait au niveau des prix des transports. Parce que normalement, les conteneurs, on a une vue, un aperçu sur plus ou moins un mois, hein, tout se négocie en dollars. Pendant la crise, les prix étaient changeants chaque semaine
avec des fluctuations très, très importantes. Donc, on a vu les prix des conteneurs passer du simple au double. Pardon? Tout à fait, on a eu le cas aussi où les commerciaux s'énervaient, nous demandaient de renégocier, dans le sens où nos marges étaient impactées, vu ce nous, on avait remis au niveau de la cotation avec le client. Et quand on recevait les factures de transport, c'était vraiment énorme les différences par rapport au rate négocié. Allez, pour un conteneur qui se négocie avant crise aux alentours de $1 000 en provenance de Shanghai, ben, on est passé à $2 000 pour le même conteneur, et avec des délais de livraison bien plus longs parce qu'il y avait beaucoup moins de bateaux et vous n'aviez aucune possibilité de choisir sur quel bateau vous pouviez envoyer les conteneurs. C'était vraiment en fonction des disponibilités. Mais ce n'est encore rien par rapport à l'aérien où nous avons des clients qui ont importé des masques de Chine avec des prix allant jusqu'à $15 le kilo. Alors que normalement, en aérien, on se situe entre 2,5 et $3 le kilo. Donc, c'est des prix qui ont été multipliés par 5 et qui étaient totalement injustifiés. Mais bon, voilà, c'est l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Et là, malheureusement, on a plusieurs clients, surtout pour des masques. Il n'y avait pas vraiment de choix, ils étaient obligés de les commander. Et donc, ils ont été très, très fort impactés à ce niveau-là. Maintenant, les prix en aérien sont redescendus, mais restent quand même encore supérieurs à ce qui était avant la crise. Ça se négocie aux alentours de $5-6 le kilo. Bon. Oui, j'ai eu plusieurs entreprises qui m'ont fait la remarque, qui m'ont envoyé un petit mail en disant que leur société de transport, mais ce n'était pas vous, hein, bon, voilà, que les prix augmentaient terriblement. Et ils me demandaient si c'était normal. Donc, je t'ai mis en contact avec eux, hein, Hyacinthe. Oui, tout à fait. Je ne savais pas donner cette explication. Je trouvais ça effectivement… Oui, tu as raison. Et parfois, en 24 heures, les prix avaient changé. Hein. Donc, on négociait un prix le jour A et le jour B, ben, le prix était déjà supérieur. Oui. Et de même, hein, il y avait très peu d'avions. D'ailleurs, si vous deviez envoyer des documents, simplement des documents, même pas de la marchandise, hein, par DHL, eh bien parfois, normalement, les documents qui viennent de Chine, hein, les BL originaux, etc., arrivent en 2-3 jours. Ici, il fallait 8-10 jours pour avoir les BL parce qu'il n'y avait pas d'avion, tout simplement. Il n'y avait pas d'avion qui partait. Et à l'heure actuelle, ça a l'air de revenir à la normale au niveau du nombre de vols ou de départs maritimes? Oui, ça pas encore. Oui, ça commence à revenir à la normale. C'est ce que je disais, deuxième quinzaine de juillet, on a des très gros bateaux qui arrivent avec pas mal de conteneurs. Donc, ça a l'air de redémarrer. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Chine, bon, c'est quand même encore un régime communiste. Et donc, l'État a énormément de pouvoir et plusieurs usines qui fournissent nos clients sont réquisitionnées pour fabriquer des masques et des vêtements de protection. Donc, en fait, ben voilà, ils ne peuvent pas fabriquer les vêtements pour nos clients et donc il y a du retard à ce niveau-là parce qu'ils sont obligés de fabriquer d'autres choses pour le gouvernement. Mais ça semble revenir à la normale. D'accord. Je propose qu'on passe un petit peu sur le volet douane. J'ai entendu, enfin on en avait discuté, est-ce que les choses ont changé au niveau douane, par exemple au niveau digitalisation? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été modifiés, facilités, etc. Oui, donc c'est toujours le problème des documents papier. Hein. Donc il y a le forme A, il y a le RIN, le REMET, etc. Tous ces documents sont appelés à disparaître d'ici quelques temps. Donc, il existe des alternatives. En tout cas, pour les exportateurs belges, moi, je suggère toujours qu'ils prennent une attestation d'exportateur agréé. C'est purement administratif. Il faut rentrer un dossier auprès de la douane
il faut justifier ses origines préférentielles de marchandises. Ça prend un petit peu de temps. Il y a un audit qui est effectué par la douane, mais au moins, après ça, vous recevez un numéro d'autorisation de la douane et il est plus nécessaire de faire des heures 1 ou des heures mètres. Vous pouvez exporter en justifiant l'origine préférentielle partout dans le monde. Et c'est bien plus pratique, évidemment. Et de même, pour l'importation, mais ça se met en place petit à petit, c'est donc le système REX qui va remplacer le format papier, c'est-à-dire que les exportateurs, si vous avez un exportateur indonésien par exemple, il existe des accords préférentiels entre l'Europe et l'Indonésie pour certains types de marchandises. Peuvent se faire certifier REX, ils obtiennent à ce moment-là un numéro d'autorisation et les autorités douanières ont un accès à une plateforme qui leur permet de vérifier, s'il y a un contrôle à l'importation, de vérifier l'origine préférentielle de la marchandise avec le système REX. C'est à peu près le même principe que l'exportateur agréé en Europe, mais ça fonctionne pour l'autre pays. Il faut d'ailleurs faire très attention parce que il y a certains pays qui sont en retard et donc qui continuent à fournir des attestations d'origine sous forme de documents papier, type format. Quel pays, par exemple, Hyacinthe? Quel pays, par exemple? Le Togo. Ah oui. Oui. Donc, qui est en retard. Il devait être en ordre, je pense, c'était pour, je ne sais plus quel mois, enfin, l'année passée, 2019. Et donc, si vous aviez un contrôle douanier et que vous aviez déclaré une origine préférentielle en justifiant via un document papier, eh bien, c'était refusé par la douane et vous étiez mis à l'amende. Il fallait absolument... donc, évidemment, l'importateur européen, lui, de bonne foi, avait demandé à son fournisseur togolais, qui lui avait donné tous les documents nécessaires et avait importé à un prix X, pensant pouvoir bénéficier de la suspension des droits d'importation, mais au moment de l'importation, rectification et plus l'amende, 10% des droits, de la TVA, etc. Donc finalement, la marge est complètement anéantie par les droits et les amendes. Donc il faut bien faire attention. Il suffit d'aller sur le site de la douane et il renseigne, le site des communautés européennes, il renseigne exactement les pays qui ne sont pas encore en ordre. Oui. Et donc, d'éléments liés réellement à la crise du Covid, est-ce que ça a amené des changements ou pas dans la douane ou dans la manière de travailler? Pas réellement. Pas réellement, si ce n'est que les procédures au niveau... oui, quand on avait des heures 1 à faire valider par la douane, c'était un peu plus compliqué dans le sens où il fallait déposer le jour A dans une enveloppe les documents au bureau de douane, que eux attendaient 24 heures avant d'ouvrir l'enveloppe. Ensuite, ils ouvraient l'enveloppe, ils faisaient les vérifications d'usage et validaient le document, et puis redéposaient le document à un endroit bien précis, et nous ne pouvions venir les chercher que le lendemain. Donc, ça prenait évidemment un peu plus de temps, et en plus, c'était valable qu'un seul jour par semaine. Mais la douane a été quand même aussi fort impactée, et beaucoup de douaniers travaillaient de chez eux. Donc, il y avait un peu de monde disponible pour faire des contrôles, pour faire des vérifications, des validations de documents. Et donc, on peut dire maintenant que c'est revenu à la normale? Oui, maintenant, c'est revenu à la normale, tout à fait. Oui, on a eu des contrôles douaniers cette semaine, la semaine dernière, tout à fait normalement, comme avant, exactement. J'aurais voulu poser une question qu'on m'avait posée pour les transports, parce qu'on parle de transport maritime, routier, etc. Et alors, justement, avec la Chine, maintenant, on parle de plus en plus du transport ferroviaire, puisqu'il y a le train là, qui part de Liège jusque... Et vous intervenez dans ce type de transport aussi ou pas? On va parfois chercher des conteneurs à Liège. Oui, ça nous arrive. Ah oui.
Ouais. C'est Liège ou Genk, hein, ça dépend, c'est la même ligne. Donc, le train s'arrête à Liège et à Genk. Mais c'est exactement le même principe, simplement, c'est le conteneur met 10 jours au lieu de mettre, enfin, normalement, en théorie, il met 10 jours. Parfois, il met un petit peu plus. Mais voilà, c'est simplement un gain de temps. Hein. Ou sinon, les formalités sont tout à fait pareilles. Et le prix? Ah ben, ça se situe entre l'aérien et le. Ouais. Donc, c'est à 50-50 à peu près. Ah oui. À peu près 2 fois plus cher que le maritime. 2 à 2,5 plus cher que le maritime, ouais. Ok. Euh, Non, les formalités douanières sont exactement les mêmes. Hein. Oui, j'imagine. D'un pays tiers, voilà, il faut faire un IMA d'importation et vous payez les droits et la TVA, oui ou non, sans report, mais c'est exactement les mêmes formalités. Pour Il y a moins terminer, de départ. Attention, il y a moins de départ et forcément un train, il y a beaucoup moins de capacité. Hein. Oui, évidemment. Un bateau, c'est plusieurs milliers de conteneurs avec tout type de conteneurs possibles. Hyacinthe, on arrive tout doucement au bout de notre petite discussion. Est-ce que tu pourrais en quelques mots simplement rappeler les services offerts par une agence en douane? Ben, écoute, l'agence en douane, le gros avantage, c'est qu'elle a tous les contacts au niveau de la douane et toutes les autorisations, enfin normalement toutes les autorisations. Donc, c'est avant tout une analyse du client, des besoins et des nécessités pour le client, à savoir exactement ce que le client veut et la facilité et l'économie qu'il peut faire. Parce que en importation ou en exportation, suivant le pays, suivant la marchandise, suivant la destination, etc., c'est vraiment du cas par cas. Donc, l'agence en douane, avec son expertise, peut conseiller le client au mieux dans ses démarches administratives. Et parallèlement à ça, bien évidemment, en tant qu'agence en douane, nous, on a des contacts avec les douanes ici du service de la direction générale de Mons, forcément, mais on est aussi en contact avec les douanes d'Anvers pour les exportations, pour les importations. Donc, on a des contacts privilégiés, on a des facilités de documents, parce que quand vous êtes AEOF, eh bien, ça a 2 avantages. Il y a d'abord un avantage financier, mais ça, c'est plus l'entreprise, parce qu'il y a une réduction des cautionnements, mais il y a aussi une réduction des contrôles. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? L'AEOF, c'est une certification qui garantit que vous respectez un certain nombre de procédures. Ça découle en fait des attentats du 11 septembre, c'est la sécurisation des marchandises. Donc, vous avez mis en place des procédures qui garantissent que vous effectuez des contrôles, vous avez une limitation d'accès, etc. Et donc, lorsque vous êtes AEO, vous avez la douane en fait a délégué toute une partie de la responsabilité aux entreprises. Pour les entreprises qui ne sont pas AEO, bien, le critère de sélection pour le contrôle sera bien plus élevé. Tandis que pour une entreprise qui est AEO, on descend à seulement 5% de critères de sélection pour le contrôle. Donc 95% des documents qui seront faits le seront sans contrôle. Puis le contrôle, ça peut être un contrôle administratif, ça peut être un contrôle physique. Mais ça, c'est évidemment un très gros avantage pour les entreprises, c'est que il y a aussi la rapidité. Hein. On a des logiciels informatiques qui nous permettent de faire des documents en seulement quelques minutes. Hein. Et donc, si j'ai bien compris, Hyacinthe, une entreprise qui n'est pas AEO, le fait qu'elle travaille avec vous, elle obtient ce statut AEO. Ou bien je me trompe? Non. L'AEO est. Le fait que vous ayez un statut AEO, voilà, le fait qu'on soit AEO veut dire qu'on a pris certains renseignements auprès du client pour garantir toutes les normes de sécurité qui sont liées à l'AEO entre l'agence en douane et le client. Ah oui, d'accord. Il y a un screening du client qui est fait avant de travailler ensemble. Il y a tout un screening qui est fait. Voilà, oui, d'accord, c'est ça.
Ok. Si je peux me permettre, je reviens sur vos chiffres de 5 et 95%. Oui, Quand vous parlez c'est 100% de quoi? de contrôle, hein, de déclaration. Donc, sur Donc 100% de compte, oui, de déclaration. de déclaration. Donc, en étant AF, normalement, le reste, 5, allô, Oui, 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 je vous entends. à 5%. Donc, les critères de sélection sont établis sur 5% seulement. Évidemment, et ça, avec les critères de sélection de la douane. Hein. Donc, c'est un ordinateur qui prend Oui. en compte des positions problématiques, par exemple provenance Chine. Si c'est par exemple des marchandises à contrefaçon, hop, Oui, deuxième on est critère bien de sûr. sélection, arrivé au port d'Anvers, troisième critère de sélection, vous en avez 3, le voyant rouge s'allume, contrôle automatique. Mhm. Ok. Et donc en AEE, pour vous, c'est donc du 5% par rapport à l'échantillon. Normalement, c'est ce que dit la douane. Hein. Oui, oui, oui. Puisque quand on est à AEO, le critère de sélection ne tombe que dans les 95% des déclarations sont en procédure simplifiée. Hein. Oui, c'est exact. Je crois Oui, les- voilà. Mais j'avais pas le pourcentage, c'est pour ça. Merci. Voilà, mais je pense que je ne sais pas s'il y a des questions, d'autres questions. Oui, moi j'aurais une autre question par rapport au Royaume-Uni. Bon, il y a déjà le problème du Brexit, mais si par exemple il y avait une deuxième vague, de Covid, donc là on serait vraiment certainement en plein Brexit ou en pleine préparation Brexit. Euh, Vous savez s'il y a des dispositions? Car je me suis renseignée pour l'instant au niveau des douanes françaises et anglaises, j'ai aucune information. Est-ce que vous, en tant que transporteur, vous avez déjà pris certaines dispositions et si oui, lesquelles? Non, honnêtement, pas spécialement. Au niveau de la douane, Au niveau de la douane, que ça se concrétise un peu plus encore. bah, oui, tout le monde est au courant. Hein. Il n'y Oui. a absolument rien qui est fait. Donc, Oui, 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 mis à part que la douane, soi-disant, les systèmes informatiques sont prêts si je oui. passe un Brexit dur. Mhm. Mais par rapport aux accès suite à la crise actuelle, s'il y a une deuxième vague, ben, ce sera comme lorsque c'était pendant la première vague. Hein. Oui, Tant, tout simplement. oui, tant qu'il n'y a pas de changement au niveau pas d'accord au niveau du Brexit, ben, Oui, ok. on va continuer comme ça auparavant. Et vous, en tant que transporteur, vous ne pensez pas à prendre certaines dispositions, lesquelles je ne sais pas, hein, mais pour éviter un blocage à l'entrée Alors, du tunnel ou ce genre de non, choses, non, non, en non. cas de Covid, hein. Oui, mais alors, on travaille, corrige-moi si c'est faux, mais nos chauffeurs ne vont pas en Angleterre. On décroche les remorques à Zeebrugge, elles montent sur le bateau et c'est un correspondant qui les tracte. D'accord. Enfin, On va en Angleterre nous-mêmes aussi avec nos propres chauffeurs de façon hebdomadaire quand même, de façon assez régulière dans la semaine. Donc de toute façon, ce serait comme Hyacinthe a dit, s'il y a une deuxième vague, on devra de toute façon s'adapter comme on a dû le faire ici pour la première vague. Mm. Après, maintenant, ça tombe en plein Brexit dur. C'est clair que ça pourrait changer certaines choses au niveau des formalités douanières, surtout. Mhm. L'entrée de certains de nos véhicules. Mais pour les formalités douanières vers l'Angleterre, le problème va se situer côté anglais. Hein. Oui, bien sûr. On a déjà la plateforme avec, où on doit s'enregistrer. Donc, on annonce au préalable le chauffeur, la réservation sur le bateau à Zeebrugge et on peut déjà envoyer le XA ou le document ou le transit, etc. en fonction. Oui. Tout ça est déjà en place. Hein. Oui, 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 oui. Pour gagner du temps. Donc, ça c'est déjà. Enfin, ça pourrait être opérationnel très rapidement en cas Oui, de. oui. De toute Mais façon, également, on a de nombreux partenaires en qui on a totalement confiance en Angleterre, avec qui on travaille souvent d'ailleurs aussi.
avec qui on peut tout simplement commencer un accord et à travailler ensemble si cela se produirait. Si maintenant ils disent c'est trop compliqué ou on ne sait vraiment pas rentrer, on sait toujours s'arranger pour que ce soit donc la société anglaise qui vienne simplement reprendre le relais, que ce soit à Zeebrugge, ou alors du coup on fait un genre de décrochage et ils reprennent la remorque. Tout ça est bien entendu envisageable. Donc les solutions, il y en a, il y en aura, il y en a tout simplement. D'accord. Mais bon, ça risque d'être Un Brexit plus deuxième vague de Covid, ça risque d'être amusant. des problématiques, oui. D'accord, merci. Ok, ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, ben, Hyacinthe et Pierre, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Il y a quelques personnes qui ne sont pas venues malheureusement. Enfin, en tout cas pour nous, pour moi, ça m'a bien servi. Oui, moi aussi. On est quand même le relais auprès des entreprises, donc Oui. on va pouvoir les renseigner grâce à ça. Et puis, à très bientôt. J'espère qu'on sera bientôt plus en présentiel que derrière ces foutues caméras. Donc voilà, s'il n'y a plus d'intervention, ben on va en rester là. Et merci à tous.